Salut le chat, Bonsoir. Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? S'il y a des gens dans le chat, faites-moi un petit signe. Content de vous retrouver ce soir encore. Donc on va parler, vous avez vu le titre, hein, on va parler philo ce soir. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'Agathe, que vous avez vu déjà il y a un petit moment. C'est quand Agathe la dernière fois que tu es venue Je pense que c'était aux alentours de la mi-octobre pour le livre Revivre après une épreuve dirigé par Héloïse Lérété. C'est ça, ouais ouais, donc c'était le mois dernier. Salut Manax, bienvenue. Donc tu étais déjà venu et alors Luc qui est avec nous pour la première fois, je crois que c'est ta soirée inaugurale sur Twitch. Absolument, absolument. Donc, Voilà, eh ben, bienvenue. Je rappelle qui est qui. Agathe, elle est responsable éditoriale aux éditions Sciences Humaines. Donc en gros, j'ai peur de dire une bêtise sur ton travail Agathe, mais en gros tu t'occupes de la programmation éditoriale, c'est-à-dire que tu choisis les livres qui vont paraître aux éditions, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec on est plusieurs à l'édition avec les directrices à choisir les livres qui vont être publiés en parallèle donc de la revue. Il y a disons entre 12 et 15 livres par an qui sont publiés, qui sont dans la veine de ce que fait la revue Sciences Humaines, donc de la vulgarisation sur toutes les sciences humaines, donc économie, sciences politiques, philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie, etc. Le but étant de faire découvrir toutes ces matières et les sujets principaux au grand public avec des livres plus ou moins illustrés. Et ce soir, Luc fait partie, a la chance d'avoir un livre qui est très beau, très illustré et qui parle de philosophie. Et donc voilà, il nous a proposé avec Anne Nicolas-Jacques un très beau livre sur Platon versus Aristote dont on va parler. Et donc effectivement, on travaille ensemble sur le livre. On décide de quelle forme il aura. Là, comme c'est un livre illustré, voilà, on travaille aussi avec l'illustrateur, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis, Ouais, on va y revenir. la fin du travail s'achève quand il part en librairie. D'accord. Et donc on est aussi avec Luc. Luc, tu es philosophe, c'est ça? sur le tard. Sur Donc, le tard. Et en fait, entrepreneur, il me semble. je suis polytechnicien. D'accord. Et je dirais, je suis entré en philosophie extrêmement tard. Mais bon, je veux bien me faire appeler philosophe aujourd'hui. Mais bon, Tu as fait des ah, études de philo? oui, mais j'ai commencé à 48 ans. Il est jamais trop tard, hein. Donc visiblement. Et je suis entré en philo un peu par accident. Euh, je collectionnais les machines à calculer non électriques et bon, les moulinettes, là, les bouliers et tous ces trucs-là. Et un jour, IBM m'a proposé de faire un livre sur les machines. D'accord. Et moi, j'adore les livres, donc je dis, ben, je vais faire ça. Et pour faire un livre, il faut en lire beaucoup. Donc, et j'ai commencé à lire la vie de certains que je croyais mathématiciens, comme Blaise Pascal, comme Descartes, comme Pythagore. Pour moi, ces noms étaient 100% des matheux, des mathématiciens. Et en lisant leur vie, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a tout un pan entier de ces personnages que je ne connais pas. Moi, je connaissais Descartes à cause des axes cartésiens, le X et le Y qui s'appellent comme ça. Mais je ne connaissais rien de Descartes. Et je suis entré en philosophie par les mathématiques. Et donc, D'accord. sur le tard, donc c'est un. En fait, je crois qu'on entre en philosophie par sa propre porte, mais la mienne n'est pas très fréquentée. D'accord. Et donc, tu as commencé avec un livre et tu es ici encore pour un livre ce soir, donc qui Oui, s'appelle Platon versus Aristote, c'est ça? oui, oui, Et oui. que tu as publié aux éditions Sciences Humaines. Le livre est paru quand, Agathe? Le livre est sorti jeudi dernier, le 25 novembre. Voilà, donc on est à l'heure pour faire la promo, quoi. Tout à fait. Ok, alors donc je vous rappelle, ce soir vous avez des commandes que vous pouvez utiliser, point d'exclamation livre, pour avoir le lien vers la boutique des éditions Sciences Humaines avec un petit topo sur le livre dont on va parler ce soir, mais je vous le représenterai à la fin du live. Vous avez aussi un point d'exclamation philo-métro. Alors c'est un peu mystérieux pour vous parce que vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, mais on va vous en dire plus un petit peu plus tard. C'est
un projet de Luc pour entrer, comme il l'a dit tout à l'heure, en philosophie par sa propre porte. Mais là, c'est une porte de métro. Voilà, on va vous en dire plus tout à l'heure. Et alors, on a toujours, si vous êtes habitué à nous suivre, vous le savez, tous nos lives sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez le lien vers la chaîne, il vous suffit de taper point d'exclamation replay et vous l'aurez. Ce live aussi ne dérogera pas à la règle et donc vous pourrez tout revoir si jamais vous prenez le train en retard sur YouTube, sans doute dès demain ou après-demain. Voilà, ben je crois que j'ai fini avec l'intro. Agathe, je vais te laisser la parole. Tu as quelques questions pour Luc et puis on va attaquer notre sujet du soir, Platon versus Aristote. Ouais. En fait, Luc, enfin Hugo plutôt, tu as posé déjà un petit peu ma première question à Luc, qui était de savoir comment il était entré en philosophie, puisque quand on regarde un peu ton parcours, on voit effectivement que tu as fait des études en mathématiques, toute une carrière professionnelle dans le consulting, et quand on regarde ton profil sur LinkedIn, tu es philosophe en entreprise. Donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que la philosophie en entreprise? Et donc l'autre, mais dont tu y as répondu déjà un peu, c'est comment tu en étais venu à la philosophie. Mais je n'y ai pas répondu totalement. À Hugo, j'ai expliqué comment j'étais entré en philosophie, mais pas du tout comment je suis entré dans je dirais, le tandem à Platon et Aristote. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est quand j'ai voulu comprendre les origines de l'informatique. Bon, moi, j'ai fait énormément d'informatique, tout ça, et j'ai voulu comprendre d'où venaient les grands concepts aujourd'hui, donc aussi bien que les algorithmes, enfin, tous les grands concepts d'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que l'informatique n'était pas du tout née avec les premiers ordinateurs il y a 80 ans. Mais en fait, on peut remonter jusqu'à Platon et Aristote. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces deux-là au sein de la philosophie. Platon, le mathématicien, et Aristote, le logicien. Et j'étais assez ébloui de voir qu'en fait, beaucoup de gens mélangent tout. Moi, j'étais le premier à mélanger tout, les maths, la logique, un peu tout la même chose. Pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que Platon et Aristote étaient les deux pères fondateurs de l'informatique d'aujourd'hui, avec des approches complètement différentes. Les mathématiques pour l'un, Platon, pour la logique pour l'autre, pour Aristote. Et bien sûr, le fait de vouloir fusionner les deux a été le rêve de Leibniz pendant, je dirais, longtemps. On sait depuis environ 100 ans qu'il ne se réalisera pas, etc. Donc, pour répondre à la question de Hugo, voilà le deuxième étage de la réponse. C'est ces deux auteurs-là. Maintenant, pour revenir à la question de la philosophie en entreprise, en fait, bon, j'ai été informaticien en entreprise très longtemps et je me suis rendu compte en travaillant au fil des années que finalement les vrais sujets de difficulté ou importants n'étaient pas tellement ceux où il y avait des chiffres. En entreprise, il y a une partie où il y a des chiffres. La comptabilité, les stocks, l'énergie, on peut mesurer avec des chiffres. Mais il y a une autre partie où il n'y a pas de chiffres. L'éthique, l'image de marque, l'ambiance, le respect de l'autre, la créativité, enfin des tas de choses qui sont extrêmement importantes en entreprise, mais où il n'y a pas de chiffres. Et je me suis dit, mais au fond, comment fait-on quand il n'y a pas de chiffres pour être aussi rigoureux que lorsqu'on a des chiffres? Et la réponse, c'est la philo. Pour moi, la philo en entreprise, c'est l'outil de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Parce que quand il n'y a pas de chiffres, les managers sont très souvent pris au dépourvu. Bon, si on vous demande un plan comptable, on sait faire, ou bien un algorithme, on sait faire. Mais si on vous demande d'améliorer l'esprit d'équipe, ou l'image de marque, ou d'être plus proche du client, toutes ces choses qu'on entend très souvent, il n'y a pas de chiffres. Et donc, si on n'a pas cette démarche rigoureuse de la définition et du critère, on est très vite dans le café du commerce. Et la philo en entreprise, c'est la lutte acharnée contre le café du commerce. Je trouve que c'est intéressant parce que, en tout cas en France, on a une image de la philo qui est plutôt éloignée des maths. Toi, tu y es venu par les maths, tu dis Oui. que c'est rigoureux comme les maths, mais moi, quand j'étais au lycée, la philo, c'était pour ceux qui faisaient L, c'était pour ceux qui faisaient une filière littéraire, et puis ceux qui faisaient une filière scientifique, bah, c'était pas de la philo, ou en tout cas, ça s'arrêtait en première, et puis après, on faisait d'autres choses. Pour toi, il y a un lien entre la logique, les mathématiques et la philo, quoi. Pour moi, en fait, c'est très récent cette séparation. Par exemple, Newton, c'est pas si vieux, c'est il y a 300 ans. En fait, son livre principal s'appelle Principes mathématiques de philosophie naturelle.
À l'époque de Newton et avant en Galilée, on ne parlait pas de physique, on parlait de philosophie naturelle. Et il a pris le mot dans le titre de son livre. Donc pour Newton, je dirais philosophie, sciences, mathématiques, logique, tout se mélange. C'est depuis 100-150 ans, quand le volume de connaissances a commencé à augmenter, on a commencé à faire des boîtes. Et on a fait la philo, les mathématiques, la logique et tout. Mais ça, on a beau faire autant de boîtes que l'on veut, il restera toujours le côté transversal qui est l'approche philosophique. Donc du coup... Oh, pardon. Vas-y, Agathe, je t'en prie. Donc là, c'est assez clair l'approche que tu as fait, tu as de la philosophie. Et donc le livre, donc ça s'appelle Platon, je le montre, Platon versus Aristote, mais il a quand même un très joli sous-titre qui est une initiation joyeuse à la controverse philosophique. Et en fait, ce livre fait référence en fait et reprend le fil rouge d'un séminaire que tu tiens qui s'appelle Apprendre à penser avec Platon et Aristote. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme tu dis, comme on le sait, Platon et Aristote, pour nous, pas pour nous, mais c'est l'Antiquité. Sauf que, en fait, ce que tu montres dans ce livre, et on le voit à travers l'intitulé aussi des chapitres, c'est que le premier s'appelle donc Apprendre à penser avec Platon et Aristote, et le dernier, Apprendre à penser aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a un fil rouge en fait entre leur façon de penser et non pas ce qu'ils pensaient. Et là, tu nous diras bien la différence. Et la façon dont aujourd'hui on peut utiliser leur façon de faire pour appréhender notre vie quotidienne. Mon point de départ est un étonnement, c'est de voir qu'en science, plus personne ne fait référence à l'Antiquité. On ne fait pas une voiture autonome avec la géométrie d'Euclide, on ne traite pas le Covid avec la médecine de Galien ou d'Hippocrate, et etc. Et je me suis dit, mais au fond, c'est bizarre. Pourquoi en philosophie, on peut encore utiliser des personnes comme Platon et Aristote, qui datent de l'époque des autres, pourquoi eux sont encore utiles? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient, dès qu'on parle science, tout aussi faux que Hippocrate ou que Euclide. C'est pas qu'Euclide avait faux, mais c'est trop petit. La logique d'Aristote n'est pas incorrecte, mais comme disait Russell, elle sert à rien. Tellement elle est limitée. Les mathématiques de Platon ne sont pas fausses, mais elles couvrent un tout petit morceau. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que leur utilité n'était pas du tout dans ce qu'ils avaient apporté en termes de connaissances, mais pas du tout dans le quoi penser, mais beaucoup plus dans le comment penser. Et rien que le sous-titre Apprendre à penser avec Platon et Aristote est évidemment intéressant, parce que je dis bien avec, pas comme. On pourrait dire apprendre la peinture ou apprendre à chanter comme je sais pas qui, mais en philo, non, avec, certainement pas comme. Et puis, l'autre étonnement, c'est le mot « et ». Comment peut-on apprendre à penser avec deux personnes qui sont à ce point en désaccord sur tout? Alors, je t'interromps une seconde parce que Hugo a mis en visuel sur le Twitch une illustration de Vincent Riffe, donc qui a illustré tout le livre, qui montre bien justement les désaccords qui existent entre Platon et Aristote. Alors, juste pour les personnes qui sont là et qui sont intéressées par le livre, le livre, c'est pas une BD, hein, il y a des pages de texte et il y a environ une grosse dizaine d'illustrations à l'intérieur faites en collaboration entre Luc et Vincent Riffe pour justement mettre un peu d'image sur ses propos et peut-être parfois les rendre plus fluides. En fait, j'habite tout près de l'endroit où est né Magritte, ici en Belgique. Et Magritte ne disait pas du tout qu'il était un peintre qui pensait. Il disait « je suis un penseur qui s'exprime par le dessin ». Voilà. Et j'ai toujours eu une passion depuis des dizaines d'années. Quand j'étais enfant, dans ma rue, il y avait Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs, qui habitait en bas de ma rue. Donc en Belgique, on grandit dans ce monde-là. Et je me suis rendu compte que le dessin apporte énormément aux idées. C'est pour ça que de tous les livres que j'ai faits, j'ai toujours donné beaucoup de place aux dessinateurs. Dans ce cas-ci, c'était Vincent Riffe, et qui a parfaitement fait ces fresques qui rajoutent énormément au texte, je trouve. Est-ce qu'on va la voir ou pas? Nous, on la voit sur Twitch. Ah, d'accord. Les spectateurs la voient.
Voilà, oui. Mais toi, tu la vois pas. Et donc, ah non, mais donc, c'est l'image où il tire la corde? C'est ça alors. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu des différences entre les deux? Parce que quand on connaît pas la philo, on ne sait pas qu'ils sont à ce point en désaccord. Mais je dirais, c'est presque moi, j'ai bien sûr à la caricature. Je vais assez loin dans la caricature pour essayer de mettre en évidence. Bon, en gros, on a Platon, le mathématicien idéaliste, qui considère que de toute façon la perfection est inaccessible, qu'elle est en dehors du monde. Et bon, il est plutôt un grand pessimiste. Par contre, il y a Aristote en face qui dit, ben, écoute, tu as peut-être raison, mais c'est vrai, si tu as raison, Platon, on est paralysé. Donc, puisque rien n'est possible. Par exemple, pour Platon, la créativité n'est pas possible. Le Eureka, pour Platon, c'est je me rappelle, puisque tout existe. Dans le meilleur des cas, je peux me souvenir d'une idée. Et donc, on a un pessimiste un petit peu idéaliste, voire dogmatique, voire même parfois un petit peu fasciste, qui est Platon. De l'autre côté, on a, bon, je dirais, un homme qui essaye de faire progresser les choses, qui est assez pragmatique. La science parfaite pour Platon, c'est les mathématiques. Pour Aristote, c'est la biologie. D'ailleurs, dans ce fameux tableau que j'ai redessiné également, il y a Platon avec son doigt vers le ciel et Aristote avec la main vers la terre. Donc, énormément de choses les séparent. Mais il y a aussi, je dirais, des choses qui les rejoignent. Je dirais notamment sur l'esclavagisme, par exemple, ils étaient parfaitement d'accord. On a beau parler de la démocratie grecque et de tout ce qu'elle nous a apporté, il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, ça concernait 10% de la population à tout casser. L'écrasante majorité, bon, je vais parler en belge, je vais dire 90% des gens, ils n'étaient pas du tout dans la démocratie. Ils étaient occupés à labourer ou à je ne sais quelle tâche. Donc, ils étaient tous les deux, par exemple, très bien nés, hein, tous les deux nés dans des familles aristocratiques, Platon à Athènes, Aristote en Macédoine, mais ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont aussi partagé des grandes erreurs, notamment la structure en 4 éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu, dont je parle beaucoup dans le livre. Ils ont tous les deux accepté ça, c'est-à-dire qu'il y avait 4 éléments fondateurs et que tout dans l'univers est un peu des combinaisons de l'eau, de la terre et du feu. Il a fallu attendre Lavoisier pour montrer que l'air et l'eau étaient décomposés, etc. Donc, il y a des tas de choses qui les différencient, des choses qui les séparent. Mais pour moi, ils sont intéressants quand on les prend à deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont à deux construit un échiquier, pour moi, qui est tellement bien fait que quiconque aujourd'hui pense, d'une certaine manière, joue sur l'échiquier qu'ils ont composé à deux. Et puisque le dernier chapitre, Agathe, tu en parlais, c'est apprendre à penser aujourd'hui, je crois effectivement qu'aujourd'hui, avec Internet et avec tout ce qui se passe, les outils qu'ils ont mis au point, bon, bien sûr, il y a la fameuse caverne de Platon, et je dirais qu'aujourd'hui, quand on voit les centres électroniques bourrés d'écrans, eh bien, ça me fait penser à la caverne, et je crois que ce qui est sur Google ou ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas plus la réalité que les ombres de la caverne, etc. Que, Donc, oui. je suis désolé de t'interrompre. Est-ce que pour Oui. les auditeurs, les spectateurs qui ne sauraient pas ce qu'est la caverne de Platon, tu peux en 2 mots nous expliquer ce que c'est? Mais disons, dans une des métaphores, ou en tout cas une des allégories les plus célèbres de la philosophie, Platon dit qu'en fait, l'être humain, il est un petit peu comme un prisonnier enchaîné dans une grotte, et que ce qu'il peut voir, c'est ce qu'il y a sur le mur de la grotte, sur le mur de la grotte en face de lui. Et comme il y a des gens qui font du feu derrière lui, la seule chose qu'il voit sur le mur, ce sont des ombres. Et donc, pour Platon, on dit en fait, non, les ombres, ce n'est pas la réalité. Et dans l'histoire, un des prisonniers se détache, sort de la grotte, est ébloui par le soleil, qui est supposé être la vérité, etc. C'est une allégorie. Mais je trouve intéressant de dire qu'aujourd'hui, on est face à des écrans, comme les prisonniers de Platon étaient dans leur grotte. Je dirais, Platon vivrait aujourd'hui, il ne parlerait pas d'une grotte, il parlerait d'un centre électronique ou d'un data center. Et le message principal, il est toujours là. Disons, il sera un petit peu les mêmes. Par exemple, quand on dit connecté, donc aujourd'hui, on parle, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que et connecté à quoi? Et finalement, moi je trouve que plus on se dit connecté, moins on l'est. Donc, un capitaine de navire, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, quand il était sur la mer, il prenait les vagues dans la figure.
Aujourd'hui, un capitaine de navire, il est dans un local air conditionné avec des écrans. Donc, il est, moi, je trouve, moins connecté. Le patron d'un laminoir il y a 200 ans, eh bien, il sentait la fumée, la chaleur, il était sale le soir. Aujourd'hui, le patron d'un laminoir, il est dans un local air conditionné bourré d'écrans. Et si ça se met, il est avec le capitaine du navire. Il n'y a presque pas de raison qu'ils ne soient pas ensemble, etc. Donc voilà, et il y a beaucoup de questions qu'ils ont mis sur la table qui peuvent être des repères très utiles pour penser aujourd'hui. Et alors, j'ai une autre question qui me vient par rapport à aujourd'hui. Après, c'est plus l'actualité française, mais par rapport à l'actualité française, tu disais, Platon est presque un penseur fasciste. Aujourd'hui, le mot fascisme en France, on l'entend pas mal. Et Oui. qu'est-ce qui en fait pour toi un penseur presque fasciste? Mais bon, j'ai hésité à utiliser le mot. Donc, c'est un mot, effectivement, que j'aurais peut-être pas dû utiliser. Mais c'est le penseur de l'absolu. Bon, il disait les philosophes doivent être rois et les rois doivent être philosophes. Il n'était absolument pas pour les discussions. La vérité existe. C'est un dictateur. D'accord. Et d'ailleurs, il a voulu essayer ses théories. Il connaissait quelqu'un en Sicile, à Syracuse, qui était ce qu'on appelait le tyran de Syracuse. Il a voulu tester sa théorie, ça a fini très mal. Il a été emprisonné, il a été libéré sous caution, etc. Donc il a une vue très très autoritaire, je dirais, qui vient d'en haut et va vers le bas, une vue comme ça. D'accord. Oui, Alors peut-être le mot. Aristote n'est pas comme ça. Ah non, 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 lui, il essaye de se débrouiller, d'écouter, de voir ce qui est possible, de faire des compromis, de bon, voir. Bon, c'est sûr, quand on est dans une posture du bas vers le haut, il fait des expériences, il dit, mais comment est-ce que je peux expliquer ça? Voilà, ce sont des approches extrêmement différentes. Je dirais, je crois que la morale vient de règles et on essaye de les appliquer, tandis que l'éthique aristotélicienne est plutôt, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, Ok. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des remarques, je les relais sans problème. Agathe, je crois que tu avais une autre... Oui, donc là, bon, tu citais l'exemple du capitaine qui était plus connecté à la mer, à son élément, mais pour les gens qui ne sont pas marins, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner ou du quotidien lambda de la personne qui travaille dans un bureau, en quoi les façons de penser d'Aristote et Platon peuvent nous aider, parce que tu parles, au début, tu dis que bien évidemment, à Platon et Aristote n'ont bien évidemment pas pensé que ce soit le réchauffement climatique, l'Internet, la conquête spatiale, tout ça, c'était bien sûr à milieu de ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'a plus rien à voir avec dans lequel ils évoluaient. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que comme le disait Hugo, je ne sais pas comment la philosophie est enseignée en Belgique, mais nous c'est effectivement, alors avec la réforme du lycée, c'est sûrement un peu différent, mais c'est en dernière année de lycée. Quand on est en section littéraire, on en fait énormément, les autres un peu moins. Donc tout ça reste quand même relativement abstrait. Et on a du mal, une fois les études de philo passées, à concevoir comment aujourd'hui ça pourrait nous aider, sachant qu'il y a des philosophes. Mais là, encore une fois, tu en parles, et c'est là où les dessins de Riff aussi peuvent mettre un peu les choses à plat, c'est de montrer que justement les philosophes plus modernes se sont aussi tous inspirés en fait de ce que Platon et Aristote ont dit. Je montre juste ce petit dessin qui est l'échiquier sur lequel on retrouve nombre de philosophes connus jusqu'à des philosophes contemporains comme Piaget. voilà. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, concrètement, je vis à Paris, je vais au travail tous les jours. En quoi Platon et Aristote peuvent m'aider? Je dirais, moi je trouve que le métier du philosophe, c'est clarifier. C'est clarifier. Et prenons par exemple, puisque tu parlais de Piaget, tu as eu un grand débat entre Chomsky d'une part et Piaget en question. Bien, de manière évidente, Chomsky, il croit qu'il existe
En fait, il part de la question suivante. Comment se fait-il qu'un enfant de 3 ans peut déjà pratiquement parler le français alors qu'il ne peut pas faire 3 plus 3? En absolu, additionner 3 et 3, c'est plus facile que d'accorder un participe. Ça, tout le monde est d'accord. Et la thèse de Chomsky, c'est de dire, mais si un enfant peut à telle vitesse apprendre, moi j'ai des petites filles de 3 ans, c'est incroyable. À 3 ans, elle parle pratiquement la langue. D'après Chomsky, ce n'est possible que si le bébé naît avec a priori dans la tête une espèce de module d'apprentissage du langage, qui est une approche typiquement platonicienne des choses. Bon, voilà. Et donc, mettre en opposition dans le langage Piaget et Chomsky, c'est comme ça, c'est un peu la bonne manière de faire. Quand on prend, parlons d'informatique 2 secondes, quand on parle de la machine de Turing, hein, ou du début de l'intelligence artificielle, et tout le débat sur l'intelligence artificielle se comprend beaucoup mieux dès qu'on pense à Platon et Aristote. Puisque le mathématicien, il rêve d'intelligence artificielle, Aristote, c'est plutôt le robot, lui, c'est plutôt la cybernétique. Et donc, les deux grands, ce n'est pas du tout mon domaine, mais la psychologie, qui au siècle passé s'est divisée en deux grands courants. Les premières 50 ans, c'est ce qu'on appelait le behaviorisme, c'est-à-dire l'étude du comportement. Et en gros, la thèse, c'est de dire, bon, si je connais d'un individu la manière dont il réagit à certains stimuli, je peux comprendre l'individu. C'était sa thèse. Par contre, je dirais, l'autre courant, le cognitivisme qui vient de Platon, c'est de dire non, si on veut comprendre quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il y a dans la tête. Eh bien, la linguistique, l'informatique, même aussi, troisième exemple, la théorie des espèces. Bon, ça, on remonte au siècle des Lumières, mais Linné, il avait une attitude vis-à-vis de l'univers totalement platonicienne, en disant l'univers est arrêté, les espèces existent, et c'est lui qui a inventé le classement Jingo biloba et Canis lupus, etc. Il a structuré la totalité du vivant dans un système qu'on appelle le système de Linné. En face de lui, il y a Buffon et plus tard Darwin, qui est totalement en opposition, et Darwin qui, je dirais, au départ, il appelle son livre, ou en tout cas, il recherche la théorie des espèces. À la fin de sa vie, il se dit, mais peut-être que les espèces n'existent pas. Et donc, lui, il est tout à fait dans le mouvement. Platon, c'est un fixiste, hein, donc c'est quelqu'un qui regarde le monde comme s'il était arrêté. Aristote voit le monde en une espèce de mouvement permanent. Et par exemple, l'étude du vivant, quand on reprend Platon et Aristote, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Et quand on voit, par exemple, les créationnistes aux États-Unis qui me font comme un peu peur, parce que c'est la déraison au service, je dirais, de tout le monde, et qui prétendent que l'univers ou que la Terre a seulement 7000 ans environ, parce qu'ils additionnent tous les prophètes de la Bible, et ils font des musées où on voit des iguanodons et des homo sapiens l'un à côté de l'autre. Bon, on voit bien qu'il y a toujours ce combat, et les grands débats aujourd'hui, pour moi, on les comprend mieux dès qu'on ouvre la boîte à outils Platon et Aristote. Voilà, je reviens toujours avec la même chanson. Donc, je ne sais pas si... Et pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Nietzsche est sur le côté avec son gros marteau? Et là, il faut que tu remontes le dessin que tu as montré. Est-ce que tu veux bien remontrer l'échiquier? Ils l'ont sur le live. Parfait. Tout le monde le voit. Et donc, en fait, Nietzsche, évidemment, je suis content de pouvoir un peu en parler. Lui, il a prétendu lui-même qu'il voulait faire du platonisme inversé. Il l'a dit lui-même. Donc, pour Platon, il y a un monde parfait qui est le monde des idées, et un monde fort dégradé qui est le monde du vivant dans lequel on est. Et Nietzsche dit, mais non, pas du tout, c'est à l'envers. En disant non, ce qui est important, c'est le vivant, c'est là où on est, et les idées éventuellement. Il disait lui-même qu'il faisait du platonisme inversé. Mais c'est très drôle parce que le fait de vouloir casser Platon, c'est se référer à Platon. Et donc à nouveau, Platon est plus utile. Et on dit toujours que Nietzsche est le philosophe au marteau, hein, donc on le dessine souvent au marteau. Alors je me suis dit, eh ben, allons jusqu'au bout, on va casser l'échiquier. Et alors on l'a cassé fort, parce que si vous regardez bien, il y a 9 lignes en horizontale. Donc il a cassé fort, là. Il a rajouté une bande. Hein, donc
Eh bien, mais je dirais plus, il s'est acharné à casser l'échiquier construit par Platon et Aristote, d'une certaine manière, plus il se référait à eux. Et pour comprendre Nietzsche, je crois qu'il vaut mieux commencer à Platon et Aristote, une fois de plus. Le livre, si tu veux bien montrer, Hugo, est ponctué de fresques, pas de fresques, de frises, pardon, historiques. Donc, du coup, est-ce que je pense que c'était une façon pour toi, justement, de faire comprendre au lecteur la filiation entre la pensée de Platon jusqu'à aujourd'hui. Donc, on le voit sur la première frise, là, Luc, qu'on voit. C'est celle qui est en milliers d'années et qui se finit en années. Donc, Oui, on voit bien que, parce que, en fait, il y a celle d'avant, parce que ça, c'est une très grande fresque, en fait, qui fait oui, 4 pages, oui, oui. une très grande frise, pardon, qui fait 4 pages, et donc qui commence en millions d'années avec le Big Bang. En milliards, Un elle commence. milliard d'années, pardon, oui, même milliards, millions, milliers et en années. Donc, on voit bien la continuité, et après, bon, forcément, tu réduis un peu le focus sur Disons, l'Antiquité. Donc, la thèse que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que Platon et Aristote jouent dans notre monde à nous un rôle absolument essentiel, qu'ils sont déterminants, qu'ils sont. Et au début du livre, j'essaie de cerner le tandem par des mises en perspective très très larges. Alors celle dont tu parles, et je crois que les spectateurs le voient à l'écran, elle va du Big Bang à aujourd'hui, donc je crois qu'on peut difficilement faire plus large. Mais il y en a d'autres. En permanence, je fais une fresque sur le siècle, ce qu'on appelle l'Antiquité grecque ou le siècle de Périclès, et donc j'essaye toujours de cerner les deux personnages. Et avec les cartes ont deux avantages. Une carte, ça permet de se situer et ça permet de s'orienter. Voilà, ça c'est l'Antiquité grecque, merci. Merci beaucoup. Donc, quand on dit, voilà, on voit Platon et Aristote, on les voit bien, mais ils ne sont pas du tout du siècle de Périclès. Le philosophe aime clarifier en disant, quand on parle de la Grèce antique, on parle essentiellement de deux siècles. Il y a le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le siècle de Périclès, avec le Parthénon et avec les sophistes, etc. Et puis il y a le 4e siècle, qui est le siècle de Platon et d'Aristote. Et donc, ça c'est au début du livre, j'aime autant clarifier, mettre en perspective, avant de creuser la controverse entre Platon et Aristote, de les situer ensemble dans toutes les dimensions. Et ce sont ces dessins, c'est mon expérience de professeur. Les participants accrochent beaucoup aux mises en perspective. Quand on voit finalement ce tandem Platon et Aristote, c'est un accident à peine croyable dans notre histoire. Ils auraient très bien pu ne jamais se rencontrer. Et bon, ou bien ils auraient pu être. Aristote aurait pu naître avant Platon. C'est toujours amusant de se demander, refaire l'histoire. Bon, je crois que si Aristote était né avant Platon, c'est amusant. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà. Alors tu dis qu'ils se sont rencontrés. Est-ce que tu peux nous en parler, ça, de leur rencontre en vrai? On voit leur confrontation au niveau des idées, mais en vrai, comment ça s'est passé entre eux? L'un était l'élève de l'autre, c'est ça? C'est ça, donc ils ont 30 ans d'écart. Hein. Donc Platon, en fait, Platon, il entre dans le métier à la mort de Socrate. Il est choqué par cette condamnation totalement injuste. Bon, il ne supporte pas. Et donc, ça, c'est son entrée. Il a vécu longtemps, il a vécu 80 ans, Platon, à l'époque, c'est quand même pas banal, quoi. Et donc, dans la réaction, il a construit quelque chose qu'il appelle l'Académie de Platon, une espèce d'école, et qui a duré très longtemps, hein, plusieurs siècles. Bon. Et après 20 ans, je crois qu'ils ont 20 ou 25 ans d'écart, ou même, je ne sais pas exactement, enfin peu importe, et s'est présenté un jour à l'école un certain Aristote, qui venait de Macédoine, qui dit, tiens, ça a l'air bien cette école, je vais venir, quoi. Et donc, ils ont, je crois, ils se sont côtoyés 20 ans. 20 ans, mais décalés de 20 ans. Donc, c'est comme ça. Et pendant 20 ans, Aristote a écouté. Et puis, il a commencé à réagir un petit peu, comme un élève turbulent. Et puis, jusqu'à construire un désaccord, mais alors fondamental, en rejetant, par exemple, la théorie des idées, qui est une des fondements de Platon. Aristote, il dit, mais non, finalement, on n'a pas besoin d'un deuxième monde pour comprendre le nôtre. Hein, donc, pour Platon, il y a les absolus, il existe, par exemple, le blanc, ça existe. Pour Aristote, il dit, non, non, il y a une feuille blanche, une chemise blanche, un mur blanc, mais le blanc, j'en ai pas besoin, etc. Et donc, il s'est mis en désaccord complet avec la théorie principale des idées, et il n'a pas tout rejeté, mais il est parti dans une direction complètement autre,
où il dit le cheval n'existe pas, mais il y a de la, entre guillemets, chevalinité dans n'importe quel jument ou poulain, etc. Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Est-ce que leur opposition qui est née comme ça se retrouve dans leurs écrits? Mais en fait, oui et non, parce qu'Aristote n'a rien écrit. Ce qu'on a d'Aristote, ce sont des notes de cours de ses disciples qui ont... Donc lui, il n'a pas vraiment écrit. Et d'ailleurs, Aristote est illisible. Honnêtement, moi, quand j'ai étudié, on m'a demandé... C'est vraiment très, très, très difficile à lire. Platon, par contre, avait il attachait beaucoup d'importance à l'écrit, et ces textes, bon, ils ont un peu vieilli, mais ils sont très lisibles. Ils sont très, très lisibles. Ce sont des histoires, c'est très lisible. Donc lui, il écrivait lui-même. Je crois que Aristote n'avait pas pour l'écriture beaucoup d'intérêt. Il considérait que c'était pas vrai. Tandis que Platon, visiblement, il a fait une œuvre littéraire. Oui. Alors qui a évolué parce qu'il l'a fait pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais il attachait beaucoup d'importance à l'écrit. Il fait d'ailleurs partie des rares philosophes lisibles. C'est Kant était lisible, Hegel était lisible, Heidegger, il ne faut même pas en parler. Donc, il y a quelques philosophes qui ont attaché de l'importance à ça. Russell, mon idole. Alors, du coup, si Aristote est illisible, ses idées, tout ce que tu viens de nous décrire, elles nous sont parvenues comment? Juste avec ses notes de cours, on a pu reconstituer sa pensée? Alors, oui, mais par un détour assez incroyable, parce que, bon, à la chute de Rome, il y a l'Empire qui se casse en deux, l'Occident, et finalement, Aristote a un petit peu disparu pendant plusieurs siècles. D'ailleurs, Platon aussi, en fait. Bon, il y a eu un peu une espèce de période assez sombre, et ils sont revenus par les Arabes, Avicenne, Averroès, et les textes sont revenus en Europe et en Espagne par le monde arabe, ils ont été retraduits, et donc on entre dans le Moyen-Âge, où c'est le grand retour d'Aristote. En gros, après la chute de l'Empire romain, bon, il y a eu bien sûr les néoplatoniciens qui ont été importants, mais puis il y a eu le trou noir, et puis le grand retour d'Aristote, ça c'est le Moyen-Âge, et le grand retour de Platon, ensuite c'est la Renaissance. Après, on ne sait plus très très bien qui est... Il n'y a plus de pôle dominant. Mais le Moyen-Âge est aristotélicien, puisque le grand truc, c'était quoi? C'est Jésus-Christ. Ils sont tous les deux, Platon et Aristote, nés 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ils étaient en désaccord sur beaucoup de choses, mais Jésus-Christ n'existait pas. Puis arrive le choc de la religion, avec la question commune pour les deux philosophes. Mais oui, mais pour arriver à la vérité, est-ce que je dois compter sur ma raison ou bien sur la foi, le fait de croire? Et donc, d'un côté, il y a saint Augustin qui a essayé de réconcilier un petit peu Platon avec la religion, et c'est devenu saint Augustin. Et puis, 600 ans plus tard, saint Thomas d'Aquin fait la grande synthèse et parvient à construire un système assez intéressant où il parvient à mettre Aristote et la religion plus ou moins de manière compatible. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, Aristote est le philosophe de référence de l'Église catholique. Il y a eu bien sûr des tas mais aujourd'hui encore, on peut dire que la philosophie thomiste est le philosophe officiel du Vatican. C'est intéressant parce que c'est vrai que spontanément, tu disais que Platon était philosophe de l'absolu. On pourrait croire que la religion préférerait l'absolu à quelque chose de plus matériel, de plus tangible. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein? C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, et alors, les philosophes, les penseurs arabes dont tu parlais, Averroès, Avicenne, ils étaient aristotéliciens aussi? Mais je dirais, je ne suis pas un spécialiste, il couvrait les deux. Je crois qu'Avicenne était plutôt platonicien, Averroès plutôt aristotélicien, mais je préfère ne pas m'aventurer. C'est un monde que je ne connais pas bien, je préfère ne pas trop. Et finalement, la référence à l'un ou à l'autre n'est pas si importante que cela. L'important, c'est de partager cette envie de clarifier, de mettre de l'ordre et des idées claires et distinctes, comme disait Descartes, hein, c'est sûr. Donc, pour revenir à la question que je te posais sur la transmission des idées d'Aristote, en fait, ça s'est pas seulement fait grâce à ses écrits, ça s'est aussi fait grâce aux écrits d'Avicenne ou d'Averroès sur Aristote. Absolument. Et bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais la majorité des auteurs prétendent qu'en fait, Aristote est revenu via les Arabes. Il faut aussi... Bon, il y a eu il y a des gens qui prétendent qu'il y a des textes qui ont quand même traversé tout le Moyen-Âge. Finalement, je n'en sais rien. Mais le Moyen-Âge est ce qu'on appelle la scolastique.
C'est quand, bon, on a essayé de tout mettre ensemble, c'est l'époque du grand retour de la logique, hein, du syllogisme, alors la fameuse guerre des universaux. Hein, est-ce que le blanc existe ou bien il y a que les choses blanches, etc., etc. Donc, Ok, merci pour les clarifications. Agathe. Ouais. Bah, non, je regarde l'heure qui passe et j'aurais bien aimé que tu nous parles parce que donc on le voit et on l'a déjà dit un peu, ce livre est un livre illustré avec des très belles pages faites par Vincent Riffe et puis on est assez fiers chez Sciences Humaines parce que c'est la première fois qu'on fait ça aussi, des pages qui se déplient comme ça pour que vous ayez toute la possibilité de voir les fresques les frises dans leur entièreté. Et donc je voulais savoir, parce que tu nous disais que bon, forcément, comme tu es belge, la BD fait partie un peu plus de la culture, même si en France elle est aussi quand même très présente. Donc comment se faisait le travail comment s'était fait le travail avec Vincent Riffe. Donc là on voit à l'écran, juste je fais un petit point là-dessus, la fresque de... Ah, si tu peux revenir en arrière, juste Hugo. Je La peux. fresque de Raphaël qui est dans la chapelle Sixtine, où justement, pas la chapelle Sixtine, les 14 personnages sont mis en couleur, oui. oui, voilà, où on voit justement, en fait, Vincent Riffe a redessiné ce tableau extrêmement connu, donc qu'on connaît sous le nom de l'école d'Athènes, Oui. qui est dans le... Attendez que je dise pas de bêtises, c'est sa partie des fresques qui sont dans le cabinet de travail du pape. Oui, oui, c'est Voilà, ça. et donc ce tableau extrêmement connu, il a été beaucoup repris en philosophie, et donc Vincent Riffe s'est amusé avec toi à le redessiner et à mettre en couleur les personnages dont tu parles, parce qu'en fait tous les personnages sont des philosophes ou des scientifiques, enfin parce qu'à l'époque c'était plus tous des scientifiques connus sous le nom scientifique. Et donc là, il y en a quelques-uns que tu as fait ressortir, dont tu parles. Donc on voit quand même que c'est vraiment un travail. Voilà, merci Hugo. Ça, c'est le Ça, tableau original, voilà, que je vous mets. Oui, ben voilà. En fait, je crois que le philosophe, c'est un peu un guide. Et par rapport à ce tableau, il a beau être extrêmement connu, finalement, on ne sait pas tellement de choses de ce tableau. Moi, j'ai beaucoup lu sur le tableau. C'est inouï, cette histoire. D'abord, j'ai voulu, avec le dessin, isoler 14 personnages parmi les 50 ou 55, montrer en fait que ce tableau, c'est assez incroyable. On dit l'école d'Athènes, tu viens de le dire, alors que le décor est romain. Il est pas, en fait, Raphaël, en dessinant ça, il s'est bien amusé. Il s'est bien amusé. D'ailleurs, il s'est mis lui-même dans le tableau. Et donc, il a mis en scène des personnages qui s'échelonnent sur 1500 ans. Hein, puisqu'il y a à la fois, je crois que c'est lui-même, et puis il y a, je crois, Pythagore. Et donc, mais le but du tableau, c'était quoi? Une nouvelle fois, je présente le tableau comme une carte pour montrer pourquoi il y a Platon et Aristote au milieu. C'est pas pourquoi c'est pas Héraclite et n'importe qui. C'est pas un hasard. C'est de nouveau, il y a ces deux personnages-là. Et ce tableau, je l'ai pris parce que d'une certaine manière, c'est une nouvelle carte pour situer les deux géants et dans leur opposition. Et bon, quand on regarde de près, Raphaël, il a fait ça à 25 ans. Il est d'ailleurs mort à 32, à 33 ans. C'est absolument inouï. Et donc, quand on voit le tableau de près, on se rend compte d'un nombre de détails importants. Je crois, par exemple, Platon tient en main l'Éthique, qui est le livre le plus platonicien d'Aristote, et Aristote tient en main le Timée, qui est le livre le plus aristotélicien de Platon. Donc c'est une espèce de mélange. Ils sont indissociables. Ils sont indissociables, et c'est de bien comprendre cette articulation, c'est lumineux, ça éclaire tant de choses. ouais. Et donc, parce que tu n'as pas répondu à ma première question, qui était de savoir la façon dont vous travaillez avec... Oui. Bon, alors ce dessin-là est un peu à part parce qu'il est tiré d'une œuvre existante, mais du coup, par exemple, la façon dont vous avez conçu ensemble l'échiquier qu'on voyait tout à l'heure, comment vous faites? Disons, moi, j'adore le dessin et je ne sais pas dessiner. Non seulement j'adore le dessin, mais je crois que c'est indispensable à la pensée. J'habite tout près d'où est né Magritte. Magritte, qui est connu par le Ceci n'est pas une pipe. Et Magritte disait, je ne suis pas un peintre qui pense, je suis un penseur qui s'exprime par la peinture. C'est un peu tout le surréalisme, il est imbibé de ça. Eh bien, moi, je suis un peu comme Magritte qui ne sait pas dessiner. Donc,
Je suis un penseur qui aimerait bien s'exprimer par le dessin, mais qui ne peut pas. Impossible. Et donc, je me suis associé, et je travaille depuis plusieurs dizaines d'années avec des dessinateurs variés en fonction des sujets, et qui, en discutant avec eux, il se passe des choses magiques. Ils dessinent ce que j'ai envie de moi de voir, quoi. Et avec Riff, le courant est passé très 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 bien. Il dessinait ce que j'avais envie de voir, et voilà, c'est la bonne. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi il y a tant de bandes dessinées avec deux personnages, hein, Goscinny, Uderzo, etc. Alors souvent, il y a un des deux qui ne s'est pas dessiné. Simplement, c'est une espèce de chimie entre le conceptuel et le dessinateur qui fait que le courant passe bien et que les idées sont plus claires. D'accord. Et donc, tu es l'auteur de plusieurs livres. Maintenant, tu as quand même, je crois, une dizaine de livres à ton actif. 20. 20. Oh, bah voilà, Oh là là. j'avais loupé 10. Et Oh, il y en a un qui est assez récent et qui a, qui est très intéressant, c'est les philosophes dans le métro. D'ailleurs, on reprend la carte parce que tu t'es amusé à dessiner la carte du métro avec des stations qui portent des noms de philosophes. Et comme tu nous le disais avant qu'on démarre cette vidéo, effectivement, Platon et Aristote ont carrément une ligne à eux, hein, parce que forcément, ils traversent toute la ville. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Voilà, je vois que Hugo remet le lien pour aller voir parce que je vous à la montre base, en même c'est temps. un livre. Voilà, Les philosophes dans le métro, c'est un livre qui a été publié en 2018. C'est Oui, ça. oui, c'est ça. Voilà, aux éditions du Pommier, si je dis pas de bêtises. Et depuis un an presque maintenant, en fait, il y a une collaboration entre ce livre et Sciences humaines, où chaque station de métro, en fait, correspond à des articles en lien avec le philosophe qui est enfin, qui a donné son nom à la station. Donc, je veux bien que tu nous racontes un peu cette idée, parce que c'est quand même pas commun de En d'avoir fait. fait, c'est Michel Serres qui m'a amené au pommier, puisqu'il avait fondé la. J'avais travaillé un petit peu avec lui chez un client à l'époque, il m'avait amené. Et puis, en discutant avec lui, je disais, moi, je suis un vulgarisateur, je ne suis pas un académicien, et moi, j'aime bien intéresser mes étudiants. Et l'idée du plan de métro, c'est en fait le plan de mon cours. Je ne parvenais pas à faire le plan de mon cours, je ne savais pas très bien par où commencer. Et un jour, en voyant le métro de Paris, je me suis dit, ben voilà la solution. Un plan de métro, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On va où on veut, par où on veut, on part d'où on veut et on va. Bon. Et tout à coup, ça a été une espèce d'illumination pour moi, parce que plein de problèmes disparaissaient. Est-ce que je vais parler de Wittgenstein quand je parlais du langage ou de la logique? Ben non, il y a au croisement des deux. Est-ce que Russell, bon, etc. Et donc, tout à coup, quand je suis parti sur cette idée-là, je me suis dit, il y a beaucoup de problèmes qui ont disparu. Et j'ai pu bien sûr de nouveau travailler un dessinateur, c'est pas Riff, c'est un autre, qui s'appelle Martin Sèvres. Et en travaillant avec lui, j'ai vu la puissance pédagogique d'un outil de ce type-là. Parce qu'on entre en philo par sa propre porte, on le disait tout à l'heure, mais en plus, on va où on veut. Et on peut s'arrêter, on peut repartir, faire marche arrière, etc. Et c'est un outil pédagogique qui les étudiants adoraient. Et moi, ça me donnait beaucoup de liberté parce que je pouvais, si j'avais envie de traiter une ligne plutôt qu'une autre, bon. Et néanmoins, dans le plan, j'ai passé quelques messages fondamentaux, et notamment la ligne 2 et la ligne 3. Je connais le plan par cœur, hein, parce que je ne le vois pas sur mon écran. Mais la ligne 2 et la ligne 3, la ligne 2, c'est Platon, et la ligne 3, c'est Aristote. Et j'ai fait délibérer qu'elles se croisent à un endroit, qui est la station Empédocle, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la matrice, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et donc, il y a plein de messages. Bon, moi, mon métier, c'est pas d'apporter de la nourriture, c'est de donner faim. Et cet outil donne faim. C'est sûr, on a envie d'en savoir plus. Et la collaboration avec Sciences humaines, pour moi, est formidable parce que le plan de métro, il est vide. Il y a 2-3 pages par philosophe, mais comme il y a 150 stations, c'est quand même déjà un beau livre. Mais de pouvoir, avec chaque station, me référer aux archives de sciences humaines, c'est un peu la combinaison idéale pour moi. Alors, je vous mets le chat, vous avez l'image là. En fait, c'est l'image du site. Euh, ouais, ça rappelle un peu les cartes mentales Cribona 21, ouais, c'est ça. Il y a un peu de C'est... ça. Il y a un peu de ça. Mais C'est des alors, cartes. c'est... Oui, Voilà, ça a l'air quand même un peu plus complexe. Donc, vous avez, là, vous avez la liste à gauche de toutes les lignes. Donc, c'est des thèmes, hein, philosophie, modèle, système, perception, logique, langage, psychologie, etc. Et donc, sur chaque ligne, vous avez un certain nombre de penseurs. Alors, c'est pas forcément des philosophes, du coup,
mais la plupart sont quand même philosophes. Oui. Et, euh, et donc vous pouvez voir voilà, à quel endroit les lignes se croisent. Et en effet, on voit ce que tu disais, Luc, tout à l'heure, que la ligne 2 de Platon et la ligne 3 d'Aristote se croisent à Empédocle. Qui est Il y une a des un seules arrêt. choses sur lesquelles ils étaient d'accord, oui. Et Et voilà. alors, si vous allez sur le site, donc non seulement vous pouvez voir cette petite cartographie, mais en plus, vous pouvez cliquer sur une station. Donc par exemple là, si je clique sur la station Platon, voilà, vous avez Platon qui s'affiche, ses dates de naissance, de mort, sa qualité de philosophe grec, etc. Et vous pouvez aller lire des articles de sciences humaines en lien avec ce philosophe-là. Puis vous avez une description des lignes dans lesquelles vous pouvez monter à partir de Platon. Donc là, il y en a 3. Il y a la ligne 1 philosophie, la ligne 2 modèle, la ligne 11 créativité, j'ai dit 3 mais il y en a 4, et la ligne 13 éthique. Voilà, en fait si vous y allez, il y a vraiment de quoi se perdre sur ce truc-là pendant des heures, et c'est une bonne façon de faire de la philo, quoi, c'est sympa. Et la ligne 14, c'est la plus importante de toutes, c'est l'humour. Donc, c'est bien, c'est le C'est comme à plaisir. Paris, c'est la plus rapide, la 14. Oui, ça, ouais, c'est ça, exactement. Bon. Peut-être la distribuer dans le métro à Paris pour s'occuper pendant les longs trajets. Mais j'avais été voir les gens de la RATP, ils n'ont pas du tout accroché. Ah, Ah zut, c'est bête, hein. Tant pis pour eux. ouais. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, Donc, en effet. ça, Hugo, je pense effectivement, donc c'est disponible sur le site de Sciences Humaines et bah, tu l'as sûrement rappelé, mais Sciences Humaines maintenant, il y a une appli aussi. Donc, Alors oui, mais sur l'appli de sciences humaines, je pense pas que vous pouvez avoir les philosophes dans le métro. Pas L'appli est encore. surtout là pour, voilà, elle est surtout là pour lire des magazines. Mais d'accord. tu dis pas encore Luc parce que c'est prévu, c'est ça? C'est dans les cartons? Ah, mais justement, je parlais avec Agathe tout à l'heure avant qu'on ne commence en disant qu'on a encore plein de projets parce qu'on doit faire une ligne aérienne pour la métaphysique, on doit faire, bon, on va faire des trams, on va faire des tas de trucs. Hein, il ne faut jamais s'arrêter de penser, C'est quoi. pas fini, quoi, c'est ça. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et alors tu dis que c'est utile pour tes cours parce que tu es prof aussi, on n'en a pas parlé, mais tu enseignes la Voilà. philo? Moi, je suis à une période de ma vie où c'est l'enseignement qui me motive le plus, de pouvoir transmettre et tout ce que je fais, aussi bien le livre que je viens de terminer avec Agathe ou que le métro ou tout ce que j'ai fait avant, c'est toujours le même but, c'est de donner fin, d'intéresser, de faire en sorte, parce que le monde d'aujourd'hui est quand même caractérisé par un déficit de pensée absolument affolant. Et donc, moi, j'essaye l'argument, le raisonnement logique, la rigueur, la pensée critique, eh bien, ce sont des idées qui ont 2000 ans et autant revenir de temps en temps aux fondamentaux parce que c'est très utile. Donc, même les arguments fallacieux, Aristote donnait déjà 2 exemples dans ses textes, quoi. C'est un génie absolument incroyable. C'est sûr que plus j'écris ce livre, plus je suis stupéfait de leur. C'est incroyable. C'est une aventure, ces deux-là, incroyable. Et il y a un chapitre plutôt rigolo dans le livre aussi où tu parles du catalogue Ikea. Donc, comme ça, a priori, c'est c'est un Mais, peu étrange, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Et je crois que c'est une énième manière de parler des deux, parce que le catalogue ITEA a été publié pendant 70 ans. 60, vous dites 70, pendant 70 ans. Ils ont arrêté il y a 2-3 ans. Bon. Et donc, ça permet de bien poser le problème du changement. On voit très bien sur les 70 ans ce qui a changé. Bon, le catalogue a évolué. Bon, dans les années 80, pour la première fois, il y a eu un homme, puis un enfant. Enfin bon, il y a eu l'informatique est arrivée. D'abord la télévision, qui dans un catalogue était dans un petit coin. L'année suivante était au milieu du salon. Puis on a fait les meubles en fonction de la télévision, etc. Et on voit bien. Mais on sait bien aussi que le changement n'est jamais total. Et c'est intéressant de poser la question, qu'est-ce qui n'a pas changé dans le catalogue Ikea? En quoi celui d'il y a 3 ans est le même que celui d'il y a 73 ans? Et il y a, je dirais, quelque chose qui n'a pas changé, sur lequel il est plus difficile de mettre des mots. En général, si je vous demande par exemple si Paris est aujourd'hui comme il y a 2 ans, tout le monde va dire non. Parce que là, on a fermé un chantier, une tour, etc. Mais bien sûr, en partie, c'est comme il y a 2 ans. Et mettre des mots sur ce qui ne change pas est plus difficile que mettre des mots sur ce qui change. Et le catalogue Ikea est un exemple. C'est comme James Bond. James Bond, c'est aussi 60 ans.
Ah donc, le James Bond d'aujourd'hui, il n'est pas du tout comme il y a 60 ans, mais il y a quand même des choses. Et bon, ce qui ne change pas dans ce qui change, c'est l'essence, hein, vraiment, c'est ce qu'on ne peut pas enlever sans perdre. Bon, peut-être que le prochain, je sais pas, James Bond Girl sera un James Bond Boy, j'en sais rien, moi, là. Ou que lui, James Bond sera carrément une femme. J'ai aucune idée, mais je dirais, le changement, c'est quand même le problème de la philosophie. Comme dit Jeanne Hersch, la philosophie est née du spectacle du changement. C'est le fait de se rendre compte que la permanence et le changement cohabitent, le fait de vouloir mettre des mots sur les deux, eh bien, on entre en philosophie. Et d'ailleurs, Platon et Aristote l'ont fait tous les deux. Ok, bah c'est vrai que c'est intéressant et puis tu suscites de l'intérêt en tout cas. Ben voilà. Ouais, Si vous l'avez fait, oui. j'avais pas vu ces deux philosophes-là sous cet angle-là, donc merci de nous en avoir parlé. Euh, le live approche de la fin, donc je vais vous mettre voilà, la couverture du livre dont on a parlé ce soir, Platon versus Aristote. Voilà, donc tu l'as fait avec Anne Mikolajczak, c'est ça? Oui, Qui est quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement? depuis 45 ans et qui a une D'accord. formation aux antipodes de la mienne. Donc, elle est littéraire, elle est romaniste. Et bon, ça passe bien, on travaille très très bien à deux. Et voilà, on a fait une dizaine de livres à deux. Et ici, elle a fait une partie de ce qu'elle a fait est remarquable. Notamment, elle a fait les 2 chapitres de l'héritage, quoi, de ce qui s'est passé. Remarquable ce qu'elle a fait. Et je crois que le fait de travailler depuis autant d'années ensemble, bon, c'est une garantie a priori que les choses vont bien se mettre, quoi. Donc, et je dirais, dans ce livre-ci, c'est pas si facile de voir ce que j'ai fait et ce qu'elle a fait. Tellement, bon, voilà, Bon, t'es en train de nous dire que le livre est bien, quoi. ça, tout le monde le sait. Le métro, j'avais fait avec elle aussi, hein. Donc, et j'anime les séminaires avec elle aussi. Donc, c'est une longue, longue, longue collaboration. Un séminaire qui est donné à l'université de Louvain. C'est-à-dire, c'est sponsorisé par l'université, mais c'est pas à l'université. Non, parce que moi, je suis pas vraiment un académique, hein. Donc, je crois pas que j'ai les critères. Quand même sponsorisé par l'Académie de Louvain. C'est ça, mais en disant, voilà, il est sympathique, c'est amusant, mais c'est pas très sérieux, mais bon, voilà. Mais je vis bien avec ce label. Bah, écoutez, moi je recommande à tous nos lecteurs et nos lecteurs, futurs lecteurs, je l'espère, à nos spectateurs du live et de la vidéo sur YouTube, ce livre, donc Platon versus Aristote, une initiation joyeuse à la controverse philosophique. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, ont vu que Luc quand même est quelqu'un de plutôt drôle et les exemples aussi sont assez sont de notre quotidien, c'est marrant et puis c'est bien expliqué, c'est vraiment science humaine dans le sens où c'est de la vraie bonne vulgarisation et les dessins de Vincent Riffe sont là aussi pour appuyer le propos et faire en sorte qu'on comprenne tout très bien. C'est comme je le disais, alors là je vais faire de la promo, comme je le disais, c'est un beau livre. Donc qui coûte 22 euros, ce qui est quand même relativement accessible. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est bien à offrir pour les fêtes de fin d'année. Et Instant promo, allez-y. voilà, sans promo, mais non, mais c'est un beau livre qui est pas trop cher, qui est très intéressant et voilà, qui peut faire plaisir à nombre de gens parce que c'est facile à comprendre. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de philo pour pouvoir le lire facilement et l'apprécier. Voilà, et ben, je crois que tu as donné Ça le mot passe de la vite, fin à propos de ça. ça passe vite quand on parle de ces deux-là, Ouais. Bah, merci beaucoup, Luc, hein, d'avoir participé depuis hein. Bruxelles. Voilà, on va remercier Luc. Donc, tu es à Bruxelles, c'est ça, ce soir? Oui, pas loin, oui, c'est ça. Donc, D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Agathe hein, d'avoir été là sur le oui. live ce soir. Merci à toutes les spectatrices, tous les spectateurs qui nous ont regardés. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de questions ce soir, mais je suppose que Luc a Oh, été bien, très clair. Donc, j'ai pas besoin. Donc, vous êtes restés nous écouter, donc c'est très bien. Donc je redis, mais comme d'habitude, le live sera disponible sur la plateforme YouTube de Sciences Humaines, sans doute demain ou après-demain. Si vous avez raté le début, vous pouvez vous rattraper sans problème. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, mercredi, 18 h comme d'habitude maintenant.
Et la semaine prochaine, on vous parlera de la manipulation des masses, avec notamment le nudge. Si vous ne savez pas ce que c'est, venez nous rejoindre la semaine prochaine à 18h. Donc on sera avec Dimitri Nagzaj, qui est chercheur en psychocognitive, et une collègue, Audrey Chabal, qui est journaliste, qui ne travaille pas sur humaines du tout, mais qui a écrit un livre sur ce sujet. Donc on sera tous les trois ici la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et puis passez une bonne soirée. Merci à vous deux. Salut tout le monde. Au revoir. Voilà.